Bienvenue sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Nelly, lectrice et autrice. Bonjour Nelly. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va très bien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? D'accord. Donc moi je suis Nelly du Bookstagram Nelly Littérature. J'entretiens la page depuis 3 ans maintenant. Et il faut savoir que la page a été créée parce que depuis 2020, 2019-2020, j'ai commencé à écrire des romans érotiques antillais. Ils ne sont pas encore publiés, mais c'est en chemin, c'est en cours. Donc je suis autrice et créatrice de contenu parce que j'aime lire. Je suis une amoureuse de la lecture. Et j'ai décidé de partager mes lectures et par rapport à ça, me faire aussi un petit peu connaître dans le milieu. D'accord. Est-ce que tu peux préciser donc dans quel contexte tu as grandi? D'accord, je suis antillaise, je suis née en Guadeloupe. Euh, Contexte que j'ai grandi, c'est-à-dire mon enfance en général? Je veux dire, dans quel contexte? Enfin, oui, le lieu. Est-ce que tu as grandi avec ta famille? Est-ce que tu as changé de lieu d'habitation par rapport à ton lieu de Ok, naissance? d'accord. Alors moi, j'ai toujours vécu à Pointe-à-Pitre. Du moins, j'étais aux Abymes, mais j'ai toujours vécu à Pointe-à-Pitre après. Je n'ai pas déménagé. Donc, l'appartement dans lequel je vis avec ma mère, c'est l'appartement de mon enfance. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle habitait à 5 minutes de chez moi. Et c'est le lieu de mon enfance parce que c'est là où j'ai passé la majorité de mon enfance. Donc, j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, je suis partie en métropole à 20 ans. Donc, j'ai fait toute ma vie jusqu'à mes 20 ans en Guadeloupe. Donc, ça a vraiment jalonné ma manière de penser, mon univers. Je suis vraiment caribéenne, antillaise, ancrée dans ma culture. Voilà, c'est quelque chose qui m'a marquée. Et à 20 ans, quand je suis partie en France et que j'ai découvert un autre univers, j'avoue que le dépaysement était total. Ce n'était pas Hmm. du tout la même chose. J'ai eu un peu de mal. Et je me suis promise de rentrer dès que je le pouvais. D'accord. Ce que j'ai fait en 2021. 2021, je suis retournée en Guadeloupe D'accord. Donc, pour tu y es resté. vivre parce que je préfère le cadre de vie d'ici. Voilà. J'ai fait Ok. 7 ans à Paris et là, je D'accord. suis rentrée en Guadeloupe. Ok. Ouais, donc tu as préféré retourner là où tu as grandi avec tes habitudes. Et comment Voilà. tu l'as vécu, du coup, l'arrivée en métropole? Alors, l'arrivée en métropole, je ne vais pas dire, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience avec le racisme, voire quasiment pas. Ce qui a été plus dur pour moi, c'était vraiment le cadre de vie et alors je suis arrivée à Paris, donc les gens sont toujours pressés. Je ne Mm. comprenais pas le principe de courir dans les transports, ça, je ne comprends toujours pas, puisque j'ai payé ma carte, le transport est censé être à mon service, mais c'est moi qui cours. Et le froid, je ne Ah ouais, pouvais pas. d'accord. C'est-à-dire que quand on arrive en février, je faisais une petite déprime de manque de soleil, donc j'allais pas bien. Ah J'allais oui, vraiment pas bien. d'accord. Et c'est toute cette vie stressante, c'est le climat, les personnes pas forcément super accueillantes. Mais après, j'ai eu de très bonnes expériences. Par exemple, j'ai adoré Paris parce que j'étais à la Sorbonne, il y avait Gilbert Lejeune qui était là, j'avais des livres, j'avais les musées, donc moi j'adorais ça. Donc il y avait des Mm. bons côtés. Mais le cadre de vie, je ne me D'accord. voyais pas vivre là. Ok. Ouais, bah écoute, c'est pas fait pour tout le monde, hein, même si on a beau Oui, idéaliser la capitale, il y a des oui. mauvais côtés aussi. Est-ce que tu as d'autres passions, du coup, à part la lecture? Tu as mentionné les musées, les... Alors, donc, je lis beaucoup, j'aime l'art en général, donc moi j'adorais les musées. Euh, je pouvais passer 10 heures dans les musées, moi j'ai pas de souci avec ça. Qu'est-ce que j'aime encore? Je fais de la broderie de temps en temps, du scrapbooking. Donc pour ceux qui ne savent pas, le scrapbooking, c'est assembler des éléments parfois différents, de différentes textures sur un carnet, ou des fois on peut créer des carnets, etc.
Je ne suis pas encore forte comme ça, donc pour l'instant, j'assemble des éléments que je décore sur un carnet spécifique. J'écris, je lui ai déjà dit. Qu'est-ce que j'aime faire encore? J'adore écouter de la musique. Tout ce qui est soul, néo-soul, R&B, tout ça, j'adore. D'accord. Et c'est un peu tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Mm. Tu as mentionné la Sorbonne. Du coup, tu as Oui. fréquenté la Sorbonne pour l'université, c'est ça? Alors oui, alors je suis partie à 20 ans, j'avais une licence d'histoire. D'accord. Du coup, quand je suis arrivée à la Sorbonne, j'ai fait un master de recherche en histoire. Et Ok. j'étais donc à Paris 1, donc à côté du Panthéon, grosso modo. Et j'ai donc étudié à l'IHRF. L'IHRF, c'est l'Institut de la Révolution française. Donc, c'était vraiment ciblé sur la Révolution française. Et on Mm. avait un professeur antillais qui s'appelait Frédéric Régent, qui était mon directeur de recherche. Et j'ai travaillé sur une classe sociale. On n'en parle pas beaucoup, du moins si on s'intéresse pas au milieu universitaire. Les libres de couleur, donc c'est une classe un petit peu à part dans les sociétés esclavagistes. Et du coup, les libres de couleur, ce sont les noirs qui sont libres, donc soit les affranchis, soit les Mm. enfants illégitimes des maîtres et des esclaves, leur mode de vie. Donc en gros, j'ai travaillé sur les libres de couleur à Pointe-à-Pitre. Euh, je, un peu après l'abolition, après la seconde abolition jusqu'à l'abolition officielle de D'accord. 1848, pardon. Et il me semble que ça me dit quelque chose parce que j'ai vu un livre paraître, alors je sais plus à quel mois. Et il me semble que Possiblement. il n'a pas publié du coup le. Oui, on en a publié. Puisque lui, il travaille spécialement sur cette classe sociale-là, donc les livres de couleur. Donc, il a publié beaucoup de livres Oui, sur ça me le dit quelque sujet. chose. J'ai vu passer ça sur la BNF, du coup. Ouais, Ouais, sûrement. d'accord. Et comment t'es ressorti du coup de ton master d'histoire? T'as trouvé ça, t'as appris plein de choses, du coup, Alors, ou... j'ai appris énormément de choses. J'ai été un petit peu dégoûtée de l'expérience parce que j'estime que j'étais pas très bien suivie par le professeur. D'accord. Euh, alors, je suis un peu traumatisée des archives parce que j'ai vraiment passé ma vie aux archives. Mais d'un autre côté, j'ai appris énormément de choses. Peut-être trop, parce que maintenant, j'avoue, la période de l'esclavage, je sais pas si je suis traumatisée ou si c'était particulier, je peux plus. Mm, J'en peux plus. Je ouais, pense que j'ai lu trop de choses. ça fait une sorte de J'avoue que je burn-out, sature. etc. Ouais, d'accord. Voilà, voilà. Ok. Et du coup, comment t'as su retrouver du coup des lectures plaisir après ce master? Mais j'ai toujours eu mes lectures plaisir. J'avais des lectures forcées Mm, pour justement nourrir le mémoire et avoir des ouvrages de référence. Mais mm, j'ai toujours eu la lecture en plaisir. De base, c'est quand je suis arrivée en France où je me suis vraiment plongée dans la littérature antillaise. C'est-à-dire que mm. j'avais des livres que je n'avais pas lus, que j'ai lus à ce moment-là. Donc, quand j'étais à Paris, je lisais pratiquement que de la lecture littérature antillaise. Et c'est depuis 3-4 ans que je commence à m'ouvrir à un autre style littéraire, d'autres styles littéraires, pardon. Parce que avant, je lisais classique français ou littérature antillaise. Ok. Là, je vais commencer à lire d'autres choses. Et tu t'es mis à lire quoi du coup? Les Joël Dickens, les thrillers, savoir qui a tué qui, enquête policière. Il y a une femme que j'aime bien. Attends, son nom m'échappe, je la recherche sur mon Instagram. Mm. Euh, Ellie. Attends, il faut que je la retrouve. Elif Shafak. Je ne sais pas si tu la connais. Tu la connais pas? Non, ça me dit rien là. Alors, Elif Shafak, elle a écrit 10 minutes et 38 secondes dans Ce monde étrange. C'est ce sont les 10 dernières minutes d'une prostituée qui meurt et qu'on retrouve dans une poubelle à Istanbul. Et on a les 10 dernières minutes où elle raconte sa vie. Et selon le
li- selon l'idée derrière les 10 minutes, c'est que quand on meurt, on prendrait 10 minutes et 38 secondes pour passer de l'autre côté, en fait. D'accord. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est beau? Et j'avais bien aimé cette lecture-là, donc du coup, je l'ai découverte. Leila Silmani, aussi découverte. Qui d'autre? J'ai pas de personnes qui me viennent en tête, mais Chimamanda Ngozi Adichie. Elle aussi, je l'ai découverte par contre à Paris et j'adorais. Americana, j'ai lu d'un trait. Après, j'ai acheté tous ses livres. J'étais vraiment fan. D'accord. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai pas encore lu l'autrice, mais C'est vrai, je conseille. ok. Ouais, t'es plutôt dans tranche de vie, thriller, En historique. vrai, je lis voilà. Je lis un peu ce sur quoi je tombe. Là, cette année, je me suis promise de lire des choses un peu plus, on va dire entre guillemets, intellectuelles, mais plus sur un peu la psychologie, le comportement, la sociologie, histoire d'avoir une vue d'ensemble et en espérant que ça puisse aussi m'aider pour le développement du personnage dans mes romans. D'accord. On va y venir du coup un peu plus tard dans l'interview, mais avant ça, je voulais te demander du coup, euh, est-ce que tu avais connaissance un peu du milieu littéraire avant de te lancer sur les réseaux sociaux? Alors, milieu littéraire comme Bookstagram. Ouais, c'est ça, je veux dire, enfin, du milieu littéraire numérique, on va dire. Pas du tout. Je me suis lancée à 3 ans et j'avoue, j'avais très peur. Ah oui, J'avais pourquoi? extrêmement peur en me lançant parce que j'avais une amie, je lui disais oui, j'ai pensé à mettre mes lectures. Elle me dit mais vas-y. Et moi je lui dis non. Et je ne savais absolument pas qu'il y avait tout ça en fait. Et j'ai commencé à créer la page et ça va commencer à me suggérer des gens. Et là j'ai commencé à voir effectivement qu'il y avait une grosse communauté de lectrices et qui aimait les livres et tout. Et je me suis dit, ah, mais si je le savais, ben, la page, je l'aurais créée 7 ans en arrière quand je suis arrivée à Paris, parce que le nombre de livres que j'ai lus, que j'ai donnés, que j'ai revendus, voilà. T'as l'impression un peu de rattraper tout ce que t'as pas eu, enfin, tout ce que t'aurais pu faire avant. Voilà. Mais après, c'est vrai que on rencontre beaucoup de personnes intéressantes et c'est ce que j'ai aimé, c'est parce que, alors, pour le cas des bookstagrammeuses, on va dire racisées, en tout cas celles que je suis pas Mm, que des racisées, mais étant donné qu'il n'y a pas de trop grosse communauté, tu peux quand même, c'est accessible. Donc, tu peux leur parler, poser des mm. questions et tout. Et j'adore ça. Donc, on fait des petites rencontres et ça fait plaisir. Ah, c'est cool. Et du coup, dans quel cadre t'as pu faire des rencontres avec d'autres Instagrammeuses? Est-ce que c'était juste pour échanger tes lectures? Est-ce que c'était dans le cadre de discussions autour d'un livre ou en réel? Est-ce que t'as pu rencontrer des gens? Alors, je réfléchis si un réel, pas en réel. Parce que D'accord. quand j'ai créé la page, c'était le Covid, et après je suis retournée en Guadeloupe. Et il y a une bonne partie qui sont en France. Mais après, on discute en privé. J'ai pu faire un podcast, mais je me rappelle plus de son nom. Oh mon Dieu. Lectrice, elle habite au Canada. Euh, Oh, ah oui, Christelle. Elle fait un autre podcast qui s'appelle Grande Lectrice. Ah oui, je la connais, oui. Oui. J'ai fait un épisode de podcast avec elle et on se parlait beaucoup. Elle essaie de me faire aimer la romance, c'est pas gagné. Mais je l'avais C'est interviewée. vraiment pas gagné. Mais je me rends compte que Donc, ça la fait un grande petit moment lectrice. ouais, que j'avais pas eu qu'elle n'était pas active Ouais, sur son podcast. ouais. D'accord. Oui, mais je me rappelle. Euh, j'ai Elle est- rencontré des autres. Oui, Non, je voulais juste dire que oui, je l'avais interviewée aussi sur mon podcast au début. elle est super sympa. Mm. Et après, je réfléchis. J'en ai pas rencontré en physique, comme je disais, mais ce sont plus des échanges, des conseils, des appréciations aussi. J'aime trop ta page et tout, nanana. Donc D'ac- voilà.
Bon, bah, c'est bien, tu te sens un peu moins seule. Est-ce que t'as un entourage qui lit beaucoup ou... Euh, il n'est pas proche cet entourage-là. C'est-à-dire que depuis que je suis retournée en Guadeloupe, j'ai rencontré du monde. Il y a une très bonne amie à moi qui s'appelle Tessa Naïm. Elle est aussi autrice et elle faisait des résidences artistiques. Donc, on pouvait se rencontrer entre artistes et discuter, que ce soit écrivain, peintre, photographe, voilà. Et du coup, elle, c'est quelqu'un qui lit énormément. Donc, on peut avoir aussi énormément de débats sur des lectures. Et D'accord. voilà. Après, dans mon entourage, euh, proche, pas beaucoup, mais là, j'ai une autre amie qui a fait une résidence artistique en Guadeloupe. C'est un lieu où on peut se retrouver, etc. Où il y a des expositions, des choses comme ça. Et avec notre amie Tessa, elles ont fait comment ça s'appelle? Un lieu où on se rencontre quand on a lu un livre. Excuse-moi, le mot m'échappe. Euh, Un club de lecture, voilà. un book club, j'avais le nom en anglais, mais je sais. Voilà. Ok. Voilà. Oui. Elles ont fait un club de lecture et puis on y va et puis on se rencontre une fois par mois autour d'une lecture commune ou d'un thème commun. Et ça nous permet de découvrir, soit de partager nos avis sur des lectures qu'on a eues. D'accord. Et c'était quoi, du coup, la dernière rencontre à laquelle tu as assisté? La dernière rencontre. Ah, la dernière rencontre, c'était le mois de février. On a fait un échange de Valentin secret. Ouais, tu On rigoles. s'est offert des livres. Ah, On s'est offert d'accord. des livres pour la Saint-Valentin. Ah, ok. Et du coup, on n'avait pas de lecture commune, on avait un thème commun. Du coup, on avait le thème Kaki Lamouba, donc qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi? Et chacun a amené son livre avec une définition différente de l'amour. Donc, on a eu l'amour amoureux, l'amour éros, l'amour paternel, l'amour maternel, les choses comme ça. C'était intéressant. D'accord, ok. Ouais, donc là, c'était pas nécessairement sur une lecture, mais plutôt sur un thème en général. C'était sur un thème. Tout à l'heure, j'y vais. Et là, on a une lecture commune. Ça s'appelle Soukouniamé. D'accord. C'est un livre qui est publié en créole. D'accord. Donc, ça va être très intéressant. Ok, J'essaie bah, de retrouver le nom, mais... Ah oui, Soukouniamé de Raymond Pater-Tourin. ok. Et on Soukouni, peut c'était l'avoir soit en juste un créole, soit nom. en français. Ok. Je sais qu'il y a ça fait pas partie d'un mythe, Soukouni, parce qu'il y Oui, a. le mythe du C'est Soukounian. Louisiane. Oula, j'ai peur d'écorcher. Ah, celle qui a fait le livre sur les Soukounians, là? Oui. Oui, elle aussi, je dois la lire. Parce que je lui parle justement sur Instagram de temps en temps. Ah, d'accord. Et Mais c'est pas ouais. pareil, ça c'est un autre. Ouais, mais du coup, enfin, je veux dire, ça me rappelait du coup ce titre-là. Oui, mais c'est ça. Ok, bah c'est en lien. D'accord. Oui. Ouais, mais c'est intéressant. J'espère que ça se développera en métropole, que ça dépassera un peu les On frontières. verra. Euh, donc tu m'as dit, ouais, donc tu participes à des book clubs, tu as fait des rencontres, ok. Est-ce que tu as d'autres projets du coup sur les réseaux sociaux? Tu partages tes chroniques et tes écrits, mais est-ce que tu as d'autres projets Pas mes écrits, vraiment. enfin Pas des mes écrits citations? parce que j'avoue que j'écris des romans, donc ce sont des gros blocs. Et là, je dois me mettre à faire des choses un petit peu, des petits textes un peu plus courts, je l'avoue. Alors, moi, les prochains projets que j'aurai là, ce serait de développer un podcast autour de la créativité en général. Alors, le but du podcast, ce serait de rencontrer des créateurs de différents domaines, que ce soit vidéastes, écrivains, musiciens. Comme ça, on a un peu une idée d'ensemble et leur demander leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle importance ils ont pour la créativité, comment ça rythme leur vie. Et quelque part, le podcast m'aide à gérer mon syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, mon premier roman que j'ai écrit maintenant il y a 4 ans,
parce que j'ai fini à 25 ans. Non, j'ai commencé à 25 ans à l'écrire. J'ai terminé 1 an plus tard. Le but, ce serait de le publier en auto-édition. Donc, si je parle avec d'autres créateurs, ça continue à nourrir ma créativité. Et du début jusqu'à ce que je le publie, je partage alors soit des épisodes toute seule, soit avec du monde, pour que ça me donne confiance en moi pour arriver au bout, qui est la publication de D'accord. mon premier roman. Ok. Ah oui, donc tu as envie de te motiver à aller au bout de Voilà, ton projet. voilà. Donc là, pour l'instant, ça s'appelle Coups d'éclat en créole, donc K-O-U-D, plus loin, Zéclat, donc Z-E-K-L-A. Coups d'éclat podcast. Et je pense que je vais publier fin du mois de mars, le premier épisode. Et en gros, ce serait pour toute forme de créativité et encourager les personnes à créer. Parce que quand on est créatif, même à notre échelle, on veut toujours sortir le best-seller, faire la musique qui aura 50 millions de vues, etc. Alors que tout le monde est créatif et à notre niveau, on est créateur, même s'il n'y a que 10 personnes qui nous ont suivis, même s'il y a une personne qui a liké le post. C'est ça. C'est déjà beaucoup, en fait, et on s'en rend pas compte. Et il faut vraiment accorder notre part à la créativité. Surtout quand on est inspiré par ce que j'appelle l'idée, c'est-à-dire que je sois chanteur, vidéaste, etc. J'ai quelque chose qui m'inspire, qui me donne envie de faire la chose. Donc, il faut que j'honore ce que j'appelle l'idée pour créer. Que ce soit créatrice de contenu, le temps que tu passes sur Canva, le temps que tu prends pour monter ton épisode, etc. Tu vois, c'est quelque chose qui te motive, qu'il faut nourrir. Donc, j'estime qu'il ne faut pas laisser la flamme créative s'éteindre. Il faut l'alimenter. Donc, même si on n'a pas confiance en nous, d'avoir confiance en l'idée et d'y aller. Ouais, bah, c'est un très beau conseil. Ouais, et puis je pense qu'il faut aussi un peu se détacher du performatif, Oui. des chiffres. Après, quand c'est enfin, il y a deux types de profils, tu vois. Il y a ceux qui en vivent, enfin, ou du moins dont c'est l'activité principale, et bah là, il faut forcément le performatif va forcément entrer en jeu. Mais il y a ceux dont c'est l'activité secondaire et, euh, et qui, eux, espèrent peut-être transformer en activité principale ou du moins que ça marche bien. Mais je pense qu'il faut aussi peut-être laisser le temps au temps et moins se centrer sur les chiffres. Oui, parce que si on s'écoute, les chiffres sont un indicateur de réussite. Et en gros, si j'ai fait un post Instagram et je n'ai que 5 j'aime, je n'ai pas réussi. Alors que c'est faux. Il faut prendre en compte le plaisir que tu as eu à créer, à faire ton post sur Canva ou je ne sais quoi, et à le partager. Et que si ça touche du monde, tant mieux. Si ça touche pas, tant mieux. Mais tu l'as fait pour toi, tu as eu plaisir à le faire. Et puis voilà, il faudra arrêter de... Parce que tout le monde a 500 000 abonnés, a des collaborations. C'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas gérer ça aussi, hein. C'est ça, ouais. Donc, j'ai donc le podcast. Donc, le but, ce serait de publier mon premier roman en auto-édition. Quel autre projet encore? C'est déjà Du coup, pas... continuer à rencontrer. Oui, continuer à rencontrer du monde. Je fais des cercles de parole. Enfin, je le fais pas. Je participe à des cercles de parole en Guadeloupe, du coup. Ça s'appelle Keleketek. C'est Arnaud qui le fait. C'est quelqu'un que je connais. Il anime un podcast qui s'appelle Kouédé Talk. Et du coup, il fait des cercles de parole autour de thématiques différentes, toutes les 2 semaines à peu près. Et là encore, ce sont des moments pour pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est généralement milieu vingtaine, début trentaine, voire trentaine, je pense. Mais on a de très bonnes discussions et c'est super intéressant qu'on rencontre. Ouais, c'est cool que tu puisses Oui, rencontrer du monde comme ça. voilà. Moi, j'ai cherché un peu là où j'aimerais bien rencontrer des gens à travers la littérature, là où j'habite, mais c'est un peu compliqué. T'habites où? À Grenoble. S'il y a des Ben, ça veut Grenoblois, dire que Grenobloises qui passent par là. ça veut dire qu'il faudrait peut-être que tu en crées Ah, mais des là, espaces de j'ai trop de rencontre. trucs.
Non, là, c'est un peu trop compliqué. J'ai pas mal de trucs que je prépare, donc c'est pas possible. Je peux participer, Ok, mais je peux pas créer là. ouais, je comprends. En plus, ça demande du temps, Mm. la mise en place, logistique, tout ça, tout ça. Mais ouais, ça serait pas mal, mais non, là, ça serait beaucoup trop gros par rapport à ce que j'ai à faire à côté. Donc. Mhm. Mais ouais. Et du coup, est-ce que tu peux un peu pitcher ton, enfin déjà te dire, est-ce que l'activité d'autrice slash écrivaine, c'est quelque chose que tu as toujours exercé ou... Alors, pour la petite histoire, je disais que je lisais beaucoup de littérature antillaise, très jeune. C'est-à-dire que ma mère lisait un livre et puis je passais derrière, je prenais le livre pour le lire. Des fois, j'ai des lectures inadaptées pour mon âge, mais bon. Euh, j'ai lu, par exemple, je crois, C'est la Nière coupée, qui est un roman très cru quand même de Marie Scondé. J'avais 8 ans, mais c'est un roman un petit peu sexuel, hein. Mais bref, ça a développé mon amour pour la lecture. Et j'avoue que des gens comme Marie Scondé ou Gisèle Pineau, c'était mes héroïnes. Ou même Justine Béroir, comment elle écrit le créole, Justine Béroir. C'était mes héroïnes parce que pour moi, elles arrivaient à raconter quelque chose, à créer tout un univers pour te transporter dans l'univers. Donc moi, j'ai toujours admiré les écrivaines. Et je faisais des petites histoires quand j'avais 16 ans, des petits trucs tranquilles, inspirés de Twilight. C'était Ah, l'époque de tout ce qui était fantastique, d'accord. mais je ne les terminais jamais. Et à la vingtaine, toujours eu envie d'écrire. Et j'ai eu du mal à commencer parce que je ne suis pas Marie Scondé, qui je suis pour écrire, etc. Donc, gros syndrome de l'imposteur. Et finalement, une idée que j'avais quand j'avais eu 16 ans, je l'ai relue une fois et je me suis dit, mais c'était pas mal. Donc, j'ai repris certains personnages et là, j'ai remanié l'histoire et là, je suis tombée l'écriture d'un roman érotique inspiré de plein de choses différentes. Et là, je me suis dit, ah oui, ça y est, je me sens bien. En fait, quand j'ai terminé ce roman-là, je me suis sentie, j'avais plus confiance en moi parce que j'avais créé aussi, moi aussi, un univers. J'étais parvenue à faire ça. Et du coup, je me suis sentie plus moi-même. Et je me suis dit, ben, en fait, enfin, je doutais énormément de moi et j'ai quand même réussi à terminer mon roman, même si il n'est pas lu, mais je l'ai fait pour moi. Et ce qui fait que je n'ai jamais osé l'hésiter, c'est que je devais le faire relire, ça a pris du temps. Et le syndrome de l'imposteur. Assumer ce que j'écris, en plus de l'érotisme, est-ce que Mm. j'étais en accord avec ça? Et voilà, pourtant, j'estime que mon roman est très bon. Mais il y avait ce côté-là et puis le monde de l'édition c'est complètement flou pour moi. Mm. Donc voilà, mais je me dis cette année, je me décide et on repart sur ce que je disais, même si ce n'est que 10 personnes qui l'achètent pour venir me dire sur ma page, j'ai adoré, ce n'est pas grave, je l'aurais fait quand même. Ouais, tu l'as fait pour toi avant tout, pour Voilà. ta propre satisfaction personnelle et après tu Et l'as. pas vraiment pour ma satisfaction personnelle. Je dirais plus que j'étais vraiment inspirée. C'est-à-dire que c'est un roman que j'ai écrit en 1 an et demi, mais j'avais des phases où j'étais vraiment inspirée. J'écrivais comme ça à l'arrache, etc. Je devais écrire, ça devient sortir, c'était une sorte d'émulation. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que c'est l'idée. L'idée devait sortir et l'idée m'a dit quand le roman était terminé. Et quand il était terminé, j'ai eu mal en mode, oh, zut, c'est fini. C'est Ouais. comme si j'avais accouché. C'est là, oh mon Dieu, c'est fini, j'ai plus mon bébé et tout. Je me suis dit, et l'idée m'a dit même, il faut partager ce que tu écris. Tu l'as pas écrit pour toi. Certes, ça te met bien, mais il faut le partager. Donc moi, je savais que dès que je terminais de l'écrire, il fallait que je le partage, même si ce n'était pas tout de suite, mais il fallait que je le publie. C'est pour ça que je vais le publier. Et puis voilà, hein. Mm. Et pourquoi tu as choisi l'auto-édition? Encore une fois, le monde de l'édition est très flou pour moi. Alors, entre compte d'auteur, pas compte d'auteur, X, Y, Z. Et ce qui me dégoûte le plus, c'est que sur un livre,
déjà, l'auteur doit faire sa propre pub, mais sur un Mm. roman qu'il écrit, il ne touche que, vas-y, entre 7 et 10%, alors que j'ai fait la majorité du travail. Ouais, après, c'est plus en termes de logistique, tout ce qui est la partie. Ouais. Alors, je pense que comme il y a pas mal d'interlocuteurs dans la chaîne du livre, forcément, ouais, Mhm. même si la création, elle te revient à 100%, c'est pas forcément ça qui va être valorisé, je pense, dans le Ben, c'est pourcentage. ce qui me dérange. Ouais. Sachant qu'après, une fois qu'ils ont le revenu, je dois moi-même faire la publicité pour mon roman parce Bah, qu'ils n'ont pas normalement, forcément de temps. Si ouais, je mais prends une maison d'édition en France, il faudrait que je parte, etc. Des choses comme mm, ça. Je trouve ça un petit peu contraignant. Après, ouais, peut-être que je dis pas que je ne serai jamais dans une maison d'édition, hein. Mais là, mm, pour l'instant, je parie sur l'auto-édition. d'accord. Ouais, bah, je comprends. Après, c'est vrai que compte d'auteur, je te conseille pas du tout Ouais, parce que ça veut dire que tu devras. Enfin, un auteur, de normalement, poursuivre. n'a pas à avancer les frais de son roman, quoi. Enfin, c'est à la charge de l'éditeur. Donc, si tu faut signer des contrats à compte éditeur Ouais. et pas à compte. Ouais. Mais ouais, Là, je après. vais Et pareil pour voir. la pub. Normalement, l'éditeur est censé faire ta pub. Enfin, c'est pas à toi de la faire, du coup. Il en fait un petit peu, mais j'estime qu'il suppose qu'il a 100 auteurs qui sortent un livre Ouais, bah après, ça sur dépend. Ouais, 3 mois. Mm, Voilà. Surtout si tu viens de débuter, t'as pas de nom, etc. mm. Oui, c'est vrai qu'il y en a Voilà. qui s'appuient aussi sur la communauté des auteurs, qui s'appuient aussi sur oui, le bon vouloir des auteurs. Mais Aussi. ouais, c'est un peu compliqué. Eh ben, écoute, on va arriver à la fin du podcast. D'accord. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Je ne sais pas si tu l'as déjà invitée. Elle est au Canada et elle lit énormément. Elle s'appelle Jessica Lubino, il me semble. Tu la connais? Ah oui, je vois. Ouais. Non, je l'ai pas. Enfin, je l'avais déjà contactée, mais ça n'a pas pu se faire. Mais je vais quand même la relancer, du coup. Elle, je l'adore. Elle est super sympa, franchement, elle Ouais, elle répond. m'avait. Mais Elle est- je sais pas, je suis vraiment admirative parce que non seulement elle lit plusieurs livres à la fois, mais elle les lit super vite. Je ne sais pas comment elle Mm. fait. Je t'avoue que je suis pas trop son rythme de lecture. Enfin, je suis abonnée à son compte et tout. En plus, elle m'avait même recommandé dans un des posts sur le mois de l'histoire des Noirs, là. Mhm. Euh, mais ouais, je suis son contenu, mais je me rends pas forcément compte de la vitesse à laquelle elle lit. Elle lit beaucoup, hein. Elle lit vraiment. Et en plus, elle lit de tout. Ça peut être un roman, ça peut être euh, quelque chose de scientifique, sociologique, Mm. etc. Elle lit C'est vrai énormément. qu'elle poste pas mal de chroniques. Oui, Bah écoute, merci pour la reco. J'espère qu'on pourra cette fois-ci s'échanger. Ce j'espère serait- aussi. Mais ouais, j'aime bien son compte. Ça fait un moment que je la suis. Écoute, est-ce que tu as des thèmes ou des questions que tu voulais aborder de manière plus approfondie ou... Des thèmes ou des questions que je voulais aborder? Non, je pense qu'on a fait globalement le tour, hein. Ok. Bah écoute, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? D'accord. Donc, ma page Bookstagram, c'est Nel Littérature. Donc, Nel, Nel, underscore, donc le petit trait du 8, Lit, petit trait du 6, du 8, pardon, T, donc c'est comme le thé qu'on boit.
Mais comme Instagram ne voulait pas me donner l'accent, donc c'était HE-8 encore rature. Rature avec S, comme ça s'entend. Et du coup, je partage mes chroniques et quelques conseils d'écriture. Là, j'ai commencé vraiment à montrer ma face autrice parce que là, j'avais que ma face de lectrice. Là, vous verrez les deux. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir échangé avec moi dans ce podcast. C'était grave sympa. J'espère que ça t'a plu. D'accord. Ça m'a plu, c'était intéressant. Et puis comme je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter ton podcast, mais maintenant je connais, je pourrais l'écouter en voiture du coup. Merci. Je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur à minorer. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.